Jeudi 6 juillet, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, la plainte contre l'État pour les crimes de l'esclavage rejetée. Le MIR et 3 associations n'entendent pas baisser les bras. Ils se tournent désormais vers la Cour européenne des droits de l'homme. Après l'obtention du bac, le parcours du combattant. Première étape, l'inscription à une formation. Nous verrons quelles sont les filières les plus recherchées chez nous. Une aide internationale pour Haïti, l'appel de l'ONU qui embarrasse la communauté internationale. Hier, le chef de la diplomatie américaine s'est exprimé. Il annonce le déploiement d'une force multinationale dans le pays. De la danse traditionnelle pour finir avec le premier cénacle du festival culturel. C'était hier soir sur le front de mer de Fort-de-France. Nous verrons en quoi le Kalanda, le Belay, renferme tous les systèmes spirituels en vigueur à l'époque de l'esclavage. Ils ont perdu la bataille, mais pas la guerre. Hier, la Cour de cassation a rejeté la plainte contre l'État pour les crimes de la traite et de l'esclavage. Mais les plaignants n'entendent pas s'arrêter là. Il leur reste une dernière carte à jouer. Franck Zozor et Patrice Châteaudégard. Garcés Malsa en visio avec l'un des avocats du MIR, maître Alain Manville. C'est pas une décision de justice, s'il faut la qualifier juridiquement, c'est un déni de justice. Ils échangent à propos de la décision de la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi de 4 associations qui réclament des réparations à l'État à propos du génocide amérindien, de la déportation des Africains et de la colonisation. Une décision qui fait suite à celle de la Cour d'appel de Fort-de-France qui disait en janvier 2022 qu'il y avait prescription et que le MIR n'avait pas qualité ni intérêt à agir dans ce dossier. Pour Maître Alain Manville, la décision de la Cour de cassation, qui s'appuie sur celle de la Cour d'appel de Fort-de-France, se base sur des faits qui ne sont pas historiques. Je vais vous donner un seul exemple. La décision de la Cour d'appel de Fort-de-France repose sur l'idée qu'il y avait dans les années 50 des mouvements ultranationalistes qui ont milité pour la réparation. C'est une aberration, c'est un anachronisme, c'est une imbécilité historique, ça n'existe pas. N'importe quel historien vous confirmera que l'idée de la réparation date des années 90. Pour Maître Alain Manville, il faut que la population se mobilise et que de nouvelles plaintes soient posées. Mais Garcés Malsa, qui est à l'initiative de cette demande de réparation, nous explique qu'il n'est pas surpris par la décision des juges. Ils ont un comportement de vitesse. Alors, lorsqu'il s'agit de peuples blancs, eh bien, ils essaient d'appliquer la loi française, le droit français. Quand il s'agit de nous, nègres, eh bien, effectivement, ils se comportent exactement comme des coloniaux. Le MIR et les autres associations ne devraient pas s'arrêter à cette décision. Ils porteront plainte contre l'État devant les magistrats de la Cour européenne des droits de l'homme. Deuxième convocation à la cité judiciaire de Fort-de-France pour Elie Domota. Deuxième fois que le leader syndical guadeloupéen ne se présente pas. Aujourd'hui, il devait être confronté aux grands frères détenus depuis l'an dernier suite à des débordements en Guadeloupe pendant le Covid. Reportage de Franck-Edmond Mariette et Thierry Saucan. Maître Branco, avocat du barreau de Paris, et Maître Lorenza Bouchac de la Guadeloupe, assurant les intérêts de 2 prévenus dans le dossier des grands frères, sont à nouveau déçus de l'absence d'Elie Domota ce matin au bureau du magistrat instructeur à la cité judiciaire de Fort-de-France. Elie Domota devait pour la seconde fois être confronté à 2 détenus. Les articles 109 et 110 du Code de procédure pénale permettent de faire amener de force M. Domota en Martinique parce qu'on considère qu'il y a une forme d'indécence à ce qu'un Guadeloupéen soit détenu depuis 17 mois du fait d'une procédure politique, alors que les véritables organisateurs de ces révoltes, eux, soient en liberté. Nous savions effectivement, même si on faisait le déplacement, qu'il ne serait pas présent, puisque nous n'avons pas eu de courrier disant qu'il ne serait pas là, qu'il s'en excusait. En tout cas, on n'a rien eu, donc on savait qu'il ne serait pas là. Mais c'était intéressant quand même que d'avoir sa position, puisqu'il y avait quand même des questions que nous avions à lui poser. Dans nos échanges téléphoniques, le leader syndical Domota avance qu'il n'a pas été convoqué. Maître Sarah Aristide justifie sa position. Il semblerait qu'un mandat d'amener puisse être délivré dans ces conditions, ce qui m'amène à des questions sur la régularité et la justification juridique de ce mandat d'amener.
Et ces 2 personnes sont détenues, l'une pour autre cause, pour trafic de stupéfiants, et l'autre étant policier a certainement d'autres motifs d'être incarcéré. Et je crois qu'il appartient à leur défense de procéder de façon introspective et personnelle pour s'assurer de l'efficacité de leur défense. Des propos qui n'engagent que l'avocate d'Ely Domota. En revanche, la sœur du prévenu Dufour se pose, elle, bien des questions. On a l'impression qu'il y a des gens qui sont protégés, qui ont plus de possibilités, et ça me pousse à interroger, est-ce que, encore une fois, on a des Guadeloupéens de première et de seconde zone? Tous les prévenus bénéficient pour le moment de la présomption d'innocence. À ce stade de la procédure, le mandat d'amener contre Edomota sera-t-il exécuté ou pas? À peine le temps de savourer sa réussite au bac qu'il faut déjà se positionner sur une nouvelle formation. La clôture des réponses définitives sur Parcoursup, c'est demain soir. Raphaël Luce et Bamba Gay font le point sur les filières les plus demandées. Elles ont le bac en poche, elles ont maintenant les yeux tournés vers leur avenir. La plupart des bacheliers connaissent quasiment tous leur futur lieu d'admission. La phase principale Parcoursup prend fin le 7 juillet. Beaucoup, à l'image de Julien, se réjouissent de leur choix d'apprentissage. Je sors d'un bac STMG et là je pars pour un BTS en profession immobilière. Je choisis mon BTS sur Marseille. Je trouve aussi que le domaine de l'immobilier là-bas, il y a des opportunités, il y a des possibilités aussi. Je voulais découvrir de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de fonctionner. Et voilà. Je trouve que c'est un métier, un domaine où il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir et il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc voilà, je voulais m'orienter vers l'immobilier. Lors de cette session 2022-2023, les filières les plus demandées sont bien définies. On retrouve une forte demande pour les licences ou encore les classes préparatoires. Le BTS et le DUT complètent le podium des plus grosses demandes. Avec 100% de réussite au baccalauréat général cette année, l'établissement AMEP se distingue comme une référence au niveau de l'éducation locale. La directrice et son équipe ont imposé une bonne dynamique. L'accompagnement pour le choix des filières auprès des terminales a été l'un des enjeux majeurs. Parmi les propositions, certaines ont plus de succès que d'autres. 80% de nos élèves qui demandent les métiers de la santé. Nous avons quand même en matière d'information et communication, vous avez à peu près 20% des élèves qui sont dans cette logique-là. Sur les bacs technologiques, nous avons beaucoup d'élèves qui sont intéressés par les filières informatiques et comptabilité. Et sur les bacs professionnels, vous avez l'informatique. Les néo-bacheliers s'orientent vers des filières qui correspondent à leurs ambitions. Un choix qui définira ou non leur future profession. Une filière qui peine à séduire les jeunes, c'est le BTP. Des salaires trop bas pour des tâches jugées pénibles. Pourtant, certains y trouvent leur compte. C'est le cas de Kian, qui est en contrat d'apprentissage dans une entreprise d'électricité. Caroline Antich-Martin et Marc Balsa l'ont rencontré. On va s'occuper des armoires électriques pour la gestion d'énergie. Depuis décembre, Kian, 19 ans, est en contrat d'apprentissage dans l'entreprise de Jean-Marie. Son objectif, obtenir un CAP d'électricien en 2 ans. Pour cela, il alterne entre cours théoriques au CFA BTP de Ducos et pratique du métier sur le terrain. Là, tu peux vérifier si les câbles sont alimentés, c'est alimenté. Okay. Et par exemple aussi, il faut vérifier aussi la température des câbles. Il met à la main la pâte, il désire vraiment, il cherche à comprendre comment ça se passe, comment fonctionne l'entreprise. Donc c'est pourquoi ça me chaud au cœur de savoir qu'il y a des apprentis qui veulent travailler, qui veulent apprendre le métier d'électricien. C'est le métier de l'avenir. Un métier d'avenir, pourtant, comme toutes les professions du BTP, il attire peu les jeunes. Kian lui-même avait des doutes, mais ces 7 mois en entreprise les ont balayés. D'où ses conseils aux jeunes Martiniquais. Avant aussi, j'avais des préjugés en fait dessus, mais en allant vraiment dans la pratique, j'ai vu vraiment que c'était un métier formidable en fait. Et je leur conseille de choisir l'alternance pour qu'ils découvrent en fait, même à travers la pratique, de l'apprentissage, de voir en fait si c'est vraiment le métier qui leur correspond. Argument supplémentaire, le BTP, tout corps de métier confondu, recrute, mais Jean-Michel a parfois du mal à trouver des apprentis motivés. Je ne sais pas s'ils ne sont pas intéressés du tout parce qu'ils ont une méconnaissance du secteur du bâtiment. Mais aujourd'hui, les choses ont vraiment changé. Je dis aux jeunes hommes, aussi aux femmes, aux jeunes filles, que le monde du bâtiment a vraiment évolué. Il y a du travail en abondance en Martinique, mais
il manque un peu la main-d'œuvre, des jeunes formés pour répondre aux besoins, aux attentes du bâtiment. De fait, les offres d'emploi abondent mais ne trouvent pas preneur. Récemment, une entreprise a passé annonce pour 54 carreleurs et Pôle emploi recherche 120 couvreurs. Conséquence, les entreprises seront obligées de faire appel à une main-d'œuvre venue de l'extérieur. Or, ce serait dommage que nous ayons une jeunesse qui est en perte d'emploi, qui ne se forme pas pour ces métiers-là, puisqu'ils ont la possibilité d'être formés en apprentissage, d'être accompagnés pour cette formation, puisqu'il y a des aides qui sont allouées aux entreprises et les apprentis, ce sont des salariés. Donc il faut qu'ils comprennent qu'ils ont une opportunité d'être acteurs du devenir du bâtiment en Martinique. Le devenir de Kian est tout tracé. Il sera électricien et heureux de l'être. La Martinique renforce son ancrage dans la Caraïbe. Le territoire sera bientôt membre associé de la CARICOM, Communauté des Caraïbes. Candidature acceptée comme celle de Curaçao. L'accord sera ratifié en septembre. Une cérémonie d'officialisation aura lieu l'an prochain au Guyana. Annonce faite par le Premier ministre de la Dominique lors d'une conférence de presse aujourd'hui à Trinidad. Le président de l'exécutif, Serge Letchimy, a réagi. Il salue donc un moment historique, une victoire politique. Les opportunités ouvertes par cette adhésion sont énormes en termes de développement économique, a-t-il précisé. Et dans le même temps, à Trinidad, le sommet de la CARICOM s'achevait. Parmi les discours attendus, celui du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Il a brièvement parlé de la crise politique à Haïti et du déploiement d'une force multinationale dans le pays. Question délicate à l'heure où l'ONU multiplie les appels à l'aide internationale. Le récit de Kelly Pujard. En foulant le sol de Trinidad et Tobago pour assister au sommet de la CARICOM, Anthony Blinken se savait attendu. Au menu des échanges, changement climatique et circulation des armes dans la Caraïbe, mais un dossier a retenu l'attention, la crise en Haïti. Le chef de la diplomatie américaine a rencontré le Premier ministre Ariel Henry, l'occasion pour lui de rappeler la nécessité d'un soutien à la police nationale haïtienne face aux gangs qui sèment la terreur dans le pays. Les États-Unis partagent les engagements de toute la région pour aider le peuple haïtien à façonner son avenir, à restaurer l'ordre démocratique du pays grâce à des élections libres et équitables. Les Haïtiens ne peuvent pas atteindre ces objectifs critiques sans sécurité. Sans doute. Haïti a besoin de nous, surtout à ce moment crucial de l'histoire. Et donc, à cet égard, j'exprime au nom de cette communauté ma gratitude au gouvernement des États-Unis pour cet effort d'une solution durable à la situation en Haïti. Si les États-Unis restent le principal bailleur de fonds de la police nationale haïtienne, pas question pour eux de prendre la tête d'une force multinationale. Pourtant, il y a urgence selon l'ONU. Son secrétaire général l'a encore rappelé aujourd'hui. Je le répète, nous ne réclamons pas une mission militaire ou politique des Nations Unies. Nous réclamons une force de sécurité robuste déployée par les États membres pour travailler main dans la main avec la police nationale haïtienne pour vaincre et démanteler les gangs et rétablir la sécurité dans tout le pays. Sans élection depuis 2016, le pays est aussi confronté à une grave crise humanitaire. Selon le Programme alimentaire mondial, la situation est dramatique. Haïti est à moitié oublié. La population y souffre vraiment. La situation des gangs, l'impossibilité de se déplacer, d'aller à l'école, d'aller travailler. Même lorsqu'ils produisent de la nourriture, ils ne peuvent pas la vendre sur les marchés. C'est vraiment comme une population prise en otage. Près de la moitié de la population d'Haïti, soit 4 900 000 personnes, peinent à se nourrir. En Guyane, à présent, Ariane 5, c'est terminé. La fusée a effectué hier son dernier décollage, réussi, après 2 reports tout de même. Retour sur ce moment historique chargé en émotions avec Jean-Gilles Lassard et Karl Constable. Voilà un spectacle que l'on ne reverra plus. Le soleil se levant au crépuscule dans le ciel de Kourou. La dernière Ariane 5, comme à son habitude depuis 27 ans, a émergé de ses flammes pour mettre sur orbite ses 2 derniers passagers. 36 minutes plus tard, en salle Jupiter, les applaudissements sont à la hauteur du stress et l'émotion a touché tous les acteurs. C'est très émouvant. On a pleuré. Voilà, ça s'est pas vu parce qu'on avait le dos tourné, mais oui, on a pleuré. Voilà, c'est sûr.
On a pensé à tous nos anciens, tous ceux qui avaient travaillé sur ces projets, tous ceux qui étaient là avant nous. Reste que dans le centre de contrôle Jupiter, beaucoup ont pris l'aventure en cours de route. J'étais au lycée. La première Ariane 5 a malheureusement décollé, ça a été un échec. Et c'est vrai, on était tout jeunes. Et aujourd'hui, de pouvoir participer au dernier lancement Ariane 5, ouais, ça fait quelque chose. Participer en fait en tant que jeune Guyanais à cette dernière en fait Ariane 5, c'est magique. Hein. On est là, on participe. C'est un projet de longue haleine de mon côté. C'était top. On est des petits jeunes comparé à la longue vie qu'a eu Ariane 5. Ça fait quand même un petit passement de voir celle qui nous a accompagnés sur toutes ces nombreuses années, de la voir partir pour la dernière fois. Ils auront au moins connu et fait partie de la génération Ariane 5. Un lanceur qui, au fil des années, est devenu le cheval de bataille de l'Europe spatiale. Mais voilà, une page se tourne sur la base. C'est quand même un lanceur très fiable. Et oui, sincèrement, ça nous manquait. Mais bon, il faut passer à autre chose. Mais voilà, passer à quoi? Ariane 6 ne sera opérationnel pas avant 2024. Et Vega C ne reviendra pas sur son pas de tir de sitôt. Autant dire que l'avenir en termes d'activité est plutôt préoccupant. Il y a eu une anomalie sur un test d'un moteur Z40, ce qu'on appelle un tir au banc. On attend maintenant davantage de données d'Avio et on pourra à ce moment-là être beaucoup plus précis sur le moment où Vega C reviendra en vol. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura un Vega bientôt ici depuis la Guyane. Au mieux, il pourrait y avoir 2 lancements Vega de la première génération d'ici la fin de l'année. Au total, ce seront 3, voire 4 vols en 2023, du jamais vu depuis 19 ans. Au Centre spatial guyanais. Chez nous, la 7e édition des Universités de l'innovation publique se tient jusqu'à demain au Morne Rouge. Des agents des collectivités sont invités à réfléchir à des solutions pour améliorer le transport public en Martinique. Irène Emonide et François Marlin nous résument les pistes évoquées. Dans cette salle, des agents des collectivités de la Martinique. Ils sont 80 au total, 8 équipes de 10 personnes et ils ne se connaissent pas. On vote pour, du coup. Ils ne se connaissent pas et jusqu'à demain, ils doivent confronter leurs idées, travailler, réfléchir ensemble quant à une nouvelle organisation du transport en Martinique. Transport maritime, aérien et terrestre, mobilité et transition écologique, un énorme dossier. On fait ce qu'on appelle des personas, donc on imagine des personnes qui empruntent le transport collectif, qui empruntent leur voiture personnelle, qui empruntent le taxi, l'avion, etc. et qui sont utilisateurs et qui vont donner leur expérience. Et à partir de l'expérience, on aura des solutions types qui seront mises en œuvre. Si on veut sortir d'Achopa-Bouillon pour aller à Basse-Pointe, on galère, il y a des personnes qui se réveillent très tôt, à 4 heures, pour pouvoir se rendre au travail à Basse-Pointe, pour trouver un stop parce qu'il n'y a pas de bus de transport. Dans cette salle, des facilitateurs et des experts également, en maillot bleu, ceux par exemple de la DUAM, l'Agence de développement durable et d'urbanisme. Selon Yannick Cavalier, il est grand temps de penser le transport en réseau. À l'écoute des citoyens, pour que les citoyens ne puissent pas subir le transport. Le transport est fait pour eux. Donc à un moment donné, quelqu'un qui sort de Rivière-Pilote, qui doit aller au Gros Morne, il faut qu'il puisse être tranquille, avoir cette fluidité en termes d'intermodalité et surtout avec un tarif qui soit raisonnable. La 7e édition des Universités de l'innovation publique s'achève demain. Le même thème est d'ores et déjà retenu pour l'année prochaine. Le transport en Martinique n'a donc pas fini de faire couler de l'encre. À Bordeaux, un spectacle lyrique s'ouvre ce soir. C'est une adaptation de l'opéra emblématique de Georges Gershwin, mené par 4 chanteurs ultramarins. Alban Lucien et Massimo Bulgarelli ont assisté aux dernières répétitions. Sur la scène de l'Auditorium de Bordeaux, un standard du jazz. La berceuse Summertime interprétée façon récital par une diva. Bienvenue dans l'univers de Porgy and Bess, œuvre iconique de Georges Gershwin, mélange d'opéra occidental, de blues et de negro spiritual. Il est assez unique cet opéra parce qu'il a été composé dans l'idée que ce soit fait vraiment par des chanteurs noirs et aussi pour raconter l'histoire de chanteurs noirs. Donc moi en tant que chanteuse noire, forcément ça me touche particulièrement.
Sur les planches se retrouvent ainsi 4 chanteuses et chanteurs originaires des Outre-mer, solistes dans une adaptation scénique de cet opéra emblématique, composé 70 ans après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Gershwin a décidé que de son vivant et après sa mort, cet opéra serait absolument chanté par des chanteurs noirs. Je pense que Gershwin a voulu qu'on n'oublie pas que ça existait et qu'on n'oublie pas qu'en réalité, chacun a sa place sur la scène. Un club de jazz dans les années 50 remplace ici les bidonvilles de Charleston, en Caroline du Sud, 20 ans plus tôt. Toile de fond de l'histoire d'amour entre Bess et Porgy, estropié noir américain. Ce que je préfère, c'est l'acting, je ne sais pas comment dire en français, mais le jeu d'acteur. Et en fait, ce qui est bien avec cet opéra Porgy et d'avoir en premier rôle, c'est qu'on a aussi beaucoup de matière, ce qui n'est pas souvent le cas pour les voix graves. C'est vraiment important d'avoir quelques artistes qui viennent de ce territoire. Je pense que peut donner à l'intérieur Europe, pas seulement la France, on a envie de faire, un enthousiasme que nous avons un peu perdu. On est avant tout des chanteurs et le côté origine commune nous soude un peu, mais ce qui nous soude vraiment, c'est la partition qu'on chante tous ensemble. On a arrangé après pour le final, c'est super. De l'opéra initial en 3 actes, la metteur en scène a gardé l'essentiel. 1h15 de spectacle, une formule dans l'air du temps qui pourrait séduire à l'avenir d'autres opéras dans l'Hexagone et marquer peut-être de nouvelles retrouvailles pour nos chanteuses et chanteurs d'outre-mer. Chez nous, hier soir, c'était plutôt ambiance Belay, Damier, Calenda sur le front de mer de Fort-de-France. Le premier cénacle du festival culturel a attiré un large public. L'association AM4 explique comment les systèmes spirituels en vigueur à l'époque de l'esclavage sont ancrés dans nos danses et dans nos vies. Voyez-vous même avec les images de Marc-François Calmeau. Le montage est signé Martine Osier-Lafontaine. Nous avons abordé lors du Cénacle Sanouka Kriye, la règle sacrée à Damier Calenda Belay. Donc les traces des anciens systèmes spirituels. Ni Sanouka Kriye, des rituels traversants, donc des pratiques que l'on retrouve à la fois dans le Damier, donc l'art de combat, mais aussi dans le Calenda Belay, tels que Marérenou, Wondi des Wondi. Nous sommes dans vraiment un travail de recherche et d'approfondissement autour du sens. Et tant que nous restons proches de ce sens, et tant que nous allons le chercher, et tant que nous nous inscrivons dans une cohérence vis-à-vis du sens, nous ne pouvons pas être dans le folklore, parce que nous sommes finalement dans nous-mêmes. Le nombre d'associations pratiquant le Calenda Belay augmente en ayant aussi un nombre de pratiquants satisfaisant. Donc il y a matière pour nous à nous dire que le travail de transmission, il se fait et que finalement, petit à petit, le Calenda Belay revient s'ancrer dans les pratiques des Martiniquais et des Martiniquaises. Et voilà, c'est la fin de votre journal local. Je vous en rappelle, le titre principal, c'est le rejet en cour de cassation de la plainte du MIR contre l'État pour les crimes de la traite et de l'esclavage. Les militants ne baissent pas les bras. Ils se tournent maintenant vers la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà pour l'information locale. Je vous retrouve dans quelques instants pour l'actualité nationale et internationale. À tout de suite.